Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Cadio. À la une de cette édition, attaque dans la nuit du mercredi à ce jeudi du poste de gendarmerie de Bourzanga dans le BAM, 3 motos emportées. Tuerie à Zouaga et Arbinda, les forces de l'ordre sont déployées pour ramener la sécurité. On enregistre 62 morts et 9 otages à Arbinda. Grève de certains chauffeurs routiers, l'UCRB, Union des chauffeurs routiers du Burkina, dit ne pas se sentir concerné. L'élection à la fêtière qui devait avoir lieu aujourd'hui a été suspendue en Conseil des ministres. Enfin, il sera question de la relation tumultueuse entre Peul et Dogon au Mali, avec notre invité Baba Alpha Oumar, président et membre fondateur de l'association Kissal, qui s'intéresse aux questions de paix et de sécurité au Sahel. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Le poste de gendarmerie de Bourzanga dans le BAM a été attaqué par des hommes armés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, selon l'agence d'information du Burkina. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais 3 motos auraient été emportées. Tuerie à Arbinda dans la province du Somme et à Zouaga dans la province du Boulgou. Comme annoncé mardi par le Premier ministre Christophe Dabiré, une délégation gouvernementale s'est rendue hier à Arbinda. Depuis lundi, la localité est secouée par des tueries dont le point de départ est l'assassinat du guide spirituel de la localité et de membres de sa famille ce week-end. Des violences condamnées dans un communiqué par le président du Faso qui indique qu'une enquête sera diligentée sur les circonstances de ces événements afin que les coupables subissent la rigueur de la loi. Hier, sur le plateau de la RTB, le ministre de l'administration territoriale a dressé un bilan officiel des tueries à Arbinda. On enregistre 62 morts et 9 otages. Ces violences communautaires à Zouaga et à Arbinda ont été abordées hier en Conseil des ministres. Le gouvernement affiche son attachement à la justice pour les actes posés. Son porte-parole Rémi Dandinou a rassuré que les dispositions sont prises dans ce sens. Pour ce qui concerne le mouvement d'humeur des chauffeurs routiers, il annonce que les responsables du blocage seront punis. Abdel Fattah Fiemtoré nous fait le point. Le gouvernement bande les muscles et promet justice. À Zouaga comme à Arbinda, le ministre de la Communication Rémi Dandinou confie que les forces de l'ordre sont déployées afin de ramener la sécurité, mais aussi de mettre aux arrêts les responsables. Pour Zouaga, les choses semblent plus avancées. Ces personnes-là sont identifiées, elles sont localisées. L'objectif n'est de les arrêter, mais si, pour une raison ou pour une autre, elles arrivaient à poser des actes qui étaient attentatoires aux forces de sécurité présentes, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Tout en évitant de faire une quelconque comparaison avec les violences communautaires précédentes, le gouvernement appelle au calme et à une confiance en la justice. Le gouvernement donc tient à rappeler que nous sommes dans un état de droit, que la sécurité va être garantie et va être mise en œuvre pour garantir la paix et la quiétude des acteurs et donc demander aux différentes populations de faire confiance donc à la sécurité et à la justice pour ce qui est de la recherche des coupables et la manifestation de la vérité. À propos du mouvement d'humeur des chauffeurs routiers, l'exécutif présente la situation comme l'œuvre d'un groupe d'individus. Là aussi, le ton est plutôt menaçant. Quoi qu'il en soit, le gouvernement donc a demandé à ce que l'élection à la fêtière qui semble être le casus belli soit suspendue le temps qu'on trouve les éléments pour y aller sans conflit, que les forces de sécurité assurent donc la fluidité du trafic sur le territoire et que mandat a été donné au ministre de la Sécurité pour que les personnes qui sont liées À ce Conseil des ministres, le gouvernement a aussi décidé de la création d'un tribunal de grande instance dans la ville de Boulsa. Il a par ailleurs adopté les décrets d'application de la loi sur le cadre de la police nationale et celle portant statut du personnel paramilitaire des eaux et forêts. Intéressons-nous à présent à cette grève de certains transporteurs routiers. Hier, on n'a constaté aucun transport de marchandises sur l'axe Ouaga-Kombisiri. Nombreux sont les chauffeurs routiers qui ont garé leurs camions et citernes. Ce mouvement d'humeur ne fait pas en tout cas l'unanimité. Hier, les responsables des syndicats de transporteurs ont dit ne pas s'y reconnaître. Ils ont à cet effet animé une conférence de presse dans l'après-midi à Ouagadougou pour donner des précisions sur la future organisation querellée. Compte rendu Moumouni Yaro.
Si les manifestants se réclament de l'UCRB, Union des chauffeurs routiers du Burkina, les conférenciers du jour qui se disent du syndicat des associations et regroupement des transporteurs les qualifient de personnes non identifiées. Bonaventure Kéré est le secrétaire général de la structure en gestation, structure dont les frondeurs ne veulent pas que Issoufou Maïga assure la présidence. Ceci est l'œuvre d'individus non identifiés, car aucun des 18 syndicats, associations et groupements de transporteurs existants dans notre pays n'est concerné par ces mouvements. Les vrais responsables des chauffeurs, ils ont déclaré qu'ils ne reconnaissent pas ces individus. La FUTRB, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, c'est le nom de la nouvelle organisation querellée. Et pour Bonaventure Kéré, les frondeurs mettent la charrue avant les bœufs. Personne n'a encore été désigné comme président, clame-t-il. C'est les organisations qui ont été validées, la candidature des organisations. On ne va pas dans cette fêtière individuellement. Et pour le moment, les organisations ont prétendu à des postes. Il y en a qui ont eu ces postes. Nous avons validé lors d'une réunion la semaine dernière et nous attendons que ces organisations désignent les personnes qui vont occuper ces postes. Qu'à cela ne tienne, les conférenciers souhaitent voir Issoufou Maïga le mis en cause à la tête du nouveau syndicat. Honoré Ignoli est le secrétaire général de l'OTRAF. Monsieur Maïga, président de l'OTRAF et administrateur général de 3 sociétés comme Transport Sotracof, est l'un des transporteurs les mieux organisés du Burkina Faso, qui a été décoré pour avoir payé ses impôts comme il faut. Nous voulions une telle personne comme un exemple dans le domaine du transport. Donc, nous n'allons jamais laisser une entité ou une organisation, de quelle nature qu'elle soit, venir nous imposer qui nous devions avoir. Les responsables de la FUTRB, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, ont annoncé que des mesures seront prises pour que ce genre de situation n'advienne plus. À Bobo Dioulasso, des organisations du secteur se sont également désolidarisées de ce mouvement d'humeur. C'est le cas de la coalition des syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers de la région des Hauts-Bassins, qui au cours d'un point de presse a d'ailleurs dénoncé une violation de la loi par ces manifestants. Enfin, poursuivons avec cette annonce. De ce 4 avril au 6 avril prochain, le ministère de l'Énergie organise la 3e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique sous le thème « Politique et innovation pour une transition énergétique réussie ». Le pays invité d'honneur est le Royaume du Maroc. Nous y reviendrons. La protection sociale des couches vulnérables est capitale pour l'élimination de la pauvreté, comme le stipule le premier objectif des ODD. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé a initié et exécute depuis 2014, à travers le ministère de la Solidarité nationale, avec l'appui financier de la Banque mondiale, le projet Filets sociaux. Objectif, soutenir les ménages les plus pauvres et vulnérables des villages du Burkina à travers un système de transfert monétaire et le financement d'activités génératrices de revenus. 6 ans après l'exécution de ces projets dans 6 régions du Burkina, quel est le bilan? Comment améliorer les filets sociaux? Pour répondre à ces questions, la Banque mondiale a commandité une revue des programmes et projets des filets sociaux au Burkina. Le dit rapport a été présenté hier à Ouagadougou aux acteurs lors d'un atelier. Judith Traoré. De ce rapport de 18 pages intitulé « L'avenir des filets sociaux au Burkina Faso, quelle voie suivre ?» l'on retient que seulement 2,6% de la population totale sont couvertes par les programmes des filets sociaux. En outre, le Burkina Faso fait partie des pays subsahariens qui ont augmenté les ressources allouées à la protection sociale et ce, à la satisfaction du représentant résident de la Banque mondiale au Burkina, Cheikh Kanté. Les dépenses consacrées aux filets sociaux sont passées de 0,3% du PIB en 2005 à 2,3% en 2015, avec une tendance toujours à la hausse. De nombreuses leçons sont à tirer de ce rapport, selon la ministre de la Solidarité nationale, Laurence Ilboudou. Des progrès notables ont été enregistrés dans la création d'un environnement institutionnel plus favorable à la protection sociale, l'existence d'une centaine de petits programmes de filets de sécurité sociale à travers le pays, la faible couverture de la population en filets sociaux, seulement 2,6% de la population bénéficie des filets sociaux de sécurité. La faible couverture des besoins des populations par les filets sociaux, 40,1% de la population pauvre, la fragmentation de la stratégie de protection sociale. Pour une meilleure exécution des programmes et projets des filets sociaux au Burkina Faso, les auteurs de ce rapport ont formulé 5 recommandations à l'endroit de toutes les parties.
Très prochainement, le Burkina va bénéficier d'un 3e financement de la Banque mondiale pour étendre les programmes et projets des filets sociaux sur l'ensemble du territoire national. Et sans transition, nous parlons de justice maintenant. Procès du putsch de septembre 2015, après des diffusions de vidéos, les différentes parties passent à leur décryptage, mais l'audience d'hier a aussi connu des questions juridiques et de procédure. Lamine Traoré. Après la diffusion d'une vingtaine de vidéos mardi au tribunal militaire, les différentes parties sont passées au décryptage de ces éléments vidéo mercredi. La partie civile, par la voix de Maître Prosper Farama, a salué ceux qui, au péril de leur vie, ont pu filmer ce qu'il appelle des scènes d'horreur de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, à travers les vidéos diffusées. Mais la défense ne tarde pas à réagir. S'il y a des violences, ce ne sont pas seulement les membres de l'ex-RSP qui sont à l'origine. Il ne faut pas diaboliser les éléments du RSP, ont indiqué des avocats de la défense. Ces vidéos n'apportent rien de nouveau par rapport au PV, procès-verbaux. Elles ne disent pas clairement la responsabilité du RSP, ont affirmé certains avocats. Le procès de mercredi a aussi été les questions juridiques et de procédure. Une vidéo baptisée « Passage RSP à Savane FM ». Les avocats de la défense estiment qu'ils n'ont pas reçu copie de la dite vidéo. Ils exigent son retrait. Le parquet et la partie civile estiment que cela n'est pas possible, car ils pensent que c'est un autre ralentisseur de ce procès. Un autre incident, les honoraires des avocats. Le parquet rassure les avocats qu'il va saisir le bâtonnier pour régler cette situation. La réaction du parquet militaire est malvenue et mal accueillie, a dit Maître Farama au nom de ses confrères, défense comme partie civile. Le parquet a présenté ses excuses aux avocats. Le président du tribunal a mis fin à cet incident et a salué le sens de responsabilité des avocats et aussi du parquet. Une nouvelle vidéo de plus d'1 heure, dénommée « Film Push », a été diffusée. Les différentes parties vont décrypter vendredi ce film, l'audience étant suspendue. La canicule est là, les besoins en consommation énergétique augmentent, la Sonabel n'arrive pourtant pas à satisfaire toute la demande. L'une des solutions préconisées est la promotion de l'efficacité énergétique qui consiste à savoir utiliser utilement l'énergie mise à notre disposition, aussi bien à domicile qu'au niveau des services. Dans l'administration publique burkinabé, certains agents l'ont compris. Nos reporters Samira Guiré et Fabiola Ouedraogo ont fait le tour de quelques services publics. Suivez leur constat. Des climatiseurs en marche sans occupant dans les bureaux, des ampoules allumées, des réfrigérateurs en marche sans contenu, c'est le constat que l'on fait dans certains services de l'administration publique burkinabé. Des comportements qui augmentent non seulement la facture d'électricité, mais qui ne permettent surtout pas une meilleure redistribution de l'énergie aux ménages et à d'autres services. Le directeur général de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Youssouf Zungrana. Je prends par exemple au niveau de certaines administrations, vous avez des réfrigérateurs qui sont branchés 24 heures sur 24. À l'intérieur, nous avons rien que des citrons. Il y a également l'usage de la lumière. Dans certains bureaux, vous passez, vous tapez. Pendant qu'il y a la lumière à l'intérieur, le responsable du bureau ne se trouve pas dans le bureau. Ce sont des comportements qu'on peut améliorer parce que, on va réduire la facture énergétique, mais en même temps, cette réduction-là va permettre à la Sonabel de disposer davantage d'énergie pour en redistribuer aux autres usagers qui n'en ont pas. Ali Traoré, directeur de la communication et de la presse ministérielle du ministère de la Communication est pourtant formel. Chaque agent doit mettre hors tension tout appareil électrique non utilisé. Les instructions ont été données. Quand vous n'utilisez pas un appareil, il faut l'éteindre. Ce qu'on laisse en veille, ça consomme l'énergie et autres. Donc, ça fait que c'est les consignes qui ont été données. Maintenant, le reste là, humainement même, quand tu quittes ton bureau, tu dois éteindre la lumière, éteindre les appareils et autres. Ça, c'est pas un cas spécifique du ministère de la Communication. Il y a des gens, chez eux même, ils n'éteignent pas les ampoules. C'est une culture qu'il faut sensibiliser les gens, la sensibilisation continue. Donc, quelquefois, il y a des gens qui, ils peuvent même oublier. La consigne, c'est vraiment pour réduire vraiment les consommations d'énergie et autres. Nathalie Bayala, en service au ministère de la Jeunesse, n'a pas eu besoin de l'interpellation de ses supérieurs hiérarchiques pour avoir un comportement éco-énergétique. Chaque soir avant de rentrer, on éteint les lampes, on coupe la climatisation, on éteint les prises. Parce que si on éteint les prises, cela suppose que les machines aussi sont éteintes. Vu qu'à la maison même, on le fait déjà, pourquoi pas ne pas le faire au service? C'est bien vrai que c'est un service public, mais c'est tout le monde qui doit contribuer à la préservation du bien de l'État. Savoir faire le choix d'appareils qui consomment moins l'énergie permet aussi de faire de l'économie d'énergie. Au Mali, le camp de la MINUSMA à Kidal, dans le nord du pays, a été visé hier par une nouvelle attaque.
Un casque bleu a été blessé selon un premier bilan de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. L'attaque a été lancée vers 13h30 heure locale et aurait duré environ 1 heure selon plusieurs sources sur place. Cette attaque intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mardi qu'il réévaluerait l'avenir de sa mission de maintien de paix au Mali, dont le mandat doit être renouvelé en juin. Vendredi dernier, les États-Unis ont mis en cause la pertinence de cette mission compte tenu de la persistance de l'insécurité au Mali. Au Cameroun, les procédures judiciaires pouvant aboutir à la libération immédiate ou pas de l'opposant Maurice Kamto divisent depuis mardi. Le candidat de l'opposition qui revendique la victoire à l'issue de la dernière élection présidentielle et son conseil refusent désormais tout jugement à huis clos, comme l'a souhaité le juge devant statuer sur l'affaire. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Dibrilfal. Le président de la Cour d'appel du centre à Yaoundé a tenu une audience d'examen de requête en habeas corpus, en l'absence de Maurice Kamto et de ses avocats. Et pour cause, l'opposant Kamto a refusé d'être jugé à huis clos. Maître Emmanuel Sim, avocat du conseil de Maurice Kamto. On refuse qu'on nous juge en catimini. On nous a arrêtés en public, on nous a insultés en public, on doit nous juger en public. Un bras de fer judiciaire qui fait planer des doutes sur la tenue de la prochaine audience prévue le 9 avril prochain. C'est ce jour que le juge va se prononcer sur la demande de mise en liberté sous caution de Maurice Kamto. Décision très attendue, surtout face à la montée de la pression des militants du parti de Maurice Kamto qui assistent massivement aux différentes apparitions de leur leader au tribunal. Pour l'heure, les négociations de coulisses entre le pouvoir et le président du MRC, Maurice Kamto, restent sans issue. Le 26 mars dernier, un émissaire de la présidence de la République avait rencontré Maurice Kamto pendant une trentaine de minutes en présence du juge. Rien n'a filtré de cette rencontre. Maurice Kamto est poursuivi, entre autres, pour hostilité contre la patrie, insurrection et offense contre le chef de l'État. Il risque la peine de mort. Yaoundé, Emmanuel Djibril Fall, Radio Omega. Omega Sport. À présent, le point de l'actualité sportive avec Ibrahim Baili. En match en retard de la 17e journée du championnat national de football de première division, l'AS Police a eu raison de Salitas par 2-1. Et pourtant, c'est une équipe de Salitas bien en place qui a contrôlé la première partie du match et inscrit le premier but de la partie par Komi Aguidé à la 22e minute. La pause intervient sur cette avance de Salitas. Mais au retour des vestiaires, l'AS Police revient avec de meilleures dispositions et dès la 46e minute, Moussa Ouattara met les pendules à l'heure. Mise en confiance, les flics appuient sur l'accélérateur et obtiennent un pénalty à la 48e minute que se charge de transformer le capitaine Nadenga Yembouado. Salitas presse mais ne parvient pas à revenir au score. Pour l'entraîneur Ladji Koulibaly, ses joueurs sont tombés dans la facilité. Joie légitime de Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police. Après son succès en 16e de finale de la Coupe du Faso 3-0 face à la GEB, l'AS Police vient d'aligner un deuxième succès et une première pour l'AS Police cette année. Avec ce succès, l'AS Police compte désormais 21 points à une longueur de l'étoile filante de Ouagadougou. Quant à Salitas, elle reste coachée à la 2e place avec 40 points et 2 matchs en retard et compte 4 points de retard sur le leader Raimo FC. L'invité du jour. Notre invité est Baba Alpha Oumar, le président et membre fondateur de l'association Kissal, qui s'intéresse aux questions de paix et de sécurité au Sahel. Dans l'interview qu'il nous a accordée, il revient sur la relation tumultueuse entre Peul et Dogon au Mali qui a abouti au massacre du 23 mars dernier. Baba Alpha Oumar, bonjour. Bonjour. Le 23 mars dernier, dans le village d'Ogosagou, dans le centre du Mali, plus d'une centaine de Peuls auraient été massacrés par la milice Dogon d'Anna Ambasagou. Ces deux communautés Peuls et Dogon vivaient par le passé en parfaite harmonie. Alors comment en est-on arrivé à ce massacre? Je pense qu'il faut quand même revenir à l'année 2012 qui a été une année charnière. C'est l'année où l'État s'est effondré suite au coup d'État à Bamako. C'est aussi l'année où la rébellion a commencé à monter, à conquérir du territoire. Donc durant cette année, avec l'absence de l'État, les anciens griefs qu'il peut y avoir entre agriculteurs et éleveurs à cause des terres ont commencé à revenir sur le devant de la scène et il n'y avait personne pour arbitrer et personne pour s'interposer. Donc ça a déjà créé un problème. Et ensuite, lorsque les djihadistes ont commencé à s'implanter de plus en plus, ils ont parasité certaines communautés Peuls parce que les Peuls du cercle de Douanza notamment, qui ont été sous domination de la rébellion, ont été libérés en quelque sorte par le Moujao, qui est donc un groupe fondamentaliste armé. Et donc,
Au moment où les fondamentalistes armés, eux aussi, ont quitté la ville, il y a eu des suspicions sur les Peuls en disant que les Peuls avaient été trop proches des djihadistes, là où, en fait, la population civile, sans défense, a tenté juste de survivre. Et de là, des amalgames ont commencé à naître. Et ces amalgames n'ont fait qu'accroître avec le temps. Lorsque le Front de libération du Massina, un autre groupe djihadiste, est lui aussi venu sur le devant de la scène, alors la paranoïa s'est vraiment installée parce que ce groupe faisait des incursions, des attaques aussi bien sur des villages Dogon que sur des villages Peuls ou des localités Bambara aussi. Donc tout le monde avait peur. Mais les Peuls savaient que de toute façon, ces gens-là, même si certains d'entre eux sont des Peuls, ils ne se reconnaissent pas dedans. Mais pour les autres communautés, c'était difficile à comprendre aussi parce que s'ils voient des gens venir en train de parler la langue Peul, il commence à y avoir une grande méfiance par rapport à leurs voisins. C'est pour ça que moi je trouve que si jamais il y avait plus de présence de l'État, plus de possibilités d'interposition, immédiatement on peut régler les problèmes. Plus on laisse passer de temps, plus ça devient toxique. Alors, ce massacre n'est pas le premier dans cette zone du Mali et malheureusement, tout laisse croire qu'il ne sera pas le dernier du fait de l'absence de l'État, comme vous venez de le signifier. Que faut-il mener comme action pour qu'il n'y ait plus de tueries dans ce cas? Il faut vraiment une action, je pense, des forces de sécurité dans la zone. Mais ça doit se faire d'une manière éthique et bienveillante. C'est-à-dire que les forces de sécurité ont par le passé commis des exactions, malheureusement, et puis il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés de manière arbitraire, des gens de la communauté Peul, et tout ça, ça fait que les tensions augmentent de plus en plus. Mais on ne peut pas se passer des forces de sécurité parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Et ces forces de sécurité-là, en revenant, doivent désarmer tout le monde, vraiment. Il ne faut plus qu'il y ait de milices. Plus de milices Dogon, plus de milices Peul. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est vrai que les Peuls sont en ce moment victimes d'une idéologie génocidaire de nettoyage ethnique, mais les populations Dogon aussi ont souffert parce qu'elles ont été beaucoup attaquées pour des revanches et diverses querelles. Pour revenir à ce massacre d'Ougosagou, de nombreux observateurs ont signalé que la milice Dogon mise en cause est bien entraînée et dispose même d'équipements militaires et d'armes de guerre. On se demande donc qui peut bien les fournir en armes, et vous le disiez tout à l'heure, il faut désarmer tout le monde, mais comment les désarmer? Je pense que sur cette question-là de l'armement de la milice, il y a vraiment un point nébuleux auquel on ne saurait pas vraiment répondre. On peut juste faire des hypothèses, on peut bien sûr penser à la prolifération des armes au Mali lors de la guerre, les armes venues de Libye, les armes amenées par les terroristes, etc. Mais on peut aussi penser à une autre hypothèse qui a la cote dans certains réseaux, qui est que ce sont des combattants venus de la Côte d'Ivoire et peut-être du Burkina Faso, appartenant peut-être à un ordre de mercenaires. Mais tout ça, ce sont des supputations. Parce que l'équilibre de la région a totalement été modifié. Là où les gens, de temps en temps, avaient des querelles, où c'était plus ou moins équilibré, il y avait des pertes des deux côtés, c'était tragique déjà. Aujourd'hui, on se retrouve avec une puissance qui arrive comme ça à vous tuer des dizaines de personnes, des centaines de personnes même, parce que ce qui s'est passé à Ougosagou, c'était un événement, il y en a eu d'autres avant. Et pour désarmer cette milice, il ne suffit pas de décider, comme le gouvernement l'a fait, de la dissoudre officiellement par un communiqué. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hétérogénéité à l'intérieur de ce groupe d'Anna Bassagou. Certains de leurs communicateurs, plutôt à Bamako, ont dit qu'ils étaient prêts à collaborer avec le gouvernement, mais leur grand chef Toloba, lui, il a dit qu'il ne déposerait pas les armes. Il a dit qu'il combattrait jusqu'à la fin, et si l'État essaie de s'en prendre à lui, il ripostera dans ce cas-là. Ça montre bien à quel point les décisions de partie de Bamako ne peuvent pas tout résoudre, et il faut vraiment mettre les bottes sur le terrain. Mais ça peut se faire en coordination avec les alliés du Mali actuellement. Baba Alpha Oumar, merci. Merci à vous. Et c'est avec cette interview de Baba Alpha Oumar que nous refermons cette édition mise en onde par Boureima Maïga. Très bonne suite de programme sur nos antennes.